Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de l'incendie dévastateur qui s'est produit dans le resort de Liseberg en Suède. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram pour ne plus rien louper, que ce soit les sorties de vidéos, les lives, etc. Sachez également que pour les recherches de cette vidéo et comme à mon habitude, j'utilise des sources présentes en description. Mais je tiens à préciser que le journal SVT, un journal suédois, a fait un travail d'investigation formidable que je tenais à mettre en lumière tant ça m'a été utile. Les incendies frappent tout type de lieux et forcément, les sites de loisirs n'échappent pas à cette règle. Je vous invite d'ailleurs à faire le test chez vous sur Google, vous tapez incendie et vous allez dans l'onglet Actualité, vous pourrez alors observer le nombre d'incidents de ce type qui se sont produits récemment. Et ça n'englobe bien sûr que ceux qui sont médiatisés. Au final, on peut dire que dans les parcs, c'est très rare et que c'est vachement safe au vu de la superficie et du type d'installation qui se trouve dans ces lieux. On se rend compte que la détection incendie est franchement efficace là-bas. Mais la sécurité incendie, c'est avant tout protéger les humains, les sauver et non pas le matériel qui est lui secondaire. D'où l'importance d'avoir un détecteur de fumée chez soi. Je vous rappelle que c'est obligatoire et c'est pas une loi qui a été faite pour vous embêter, ça sauve réellement des vies. Bref, tout ça pour vous dire que les parcs d'attractions ne sont pas plus exposés que d'autres lieux aux incendies et que vous pouvez vous y rendre tranquillement sans vous inquiéter de ça. Liseberg est un parc d'attractions prenant place au cœur de la ville de Göteborg, en Suède, plus précisément au sud-ouest. Le parc appartient entièrement à la ville dans laquelle il se trouve, et c'est d'autant plus impressionnant qu'il se porte bien. En effet, on n'a que trop vu des régions, des villes, des départements détenir des parcs ou même les construire, en être les principaux acteurs, pour des résultats qui sont souvent assez mitigés pour ne pas dire catastrophiques. Liseberg accueille 3 millions de visiteurs par an et pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est plus que le parc Astérix à l'heure actuelle. Sa mascotte, son symbole, est un lapin. Le parc a une très grande renommée en Suède, mais aussi dans le monde des parcs d'attractions, que ce soit chez nous en France, mais aussi plus largement en Europe, ou même aux États-Unis, etc. On notera qu'il possède l'une des meilleures montagnes russes du constructeur MacRides. Elle est décrite comme d'une très grande qualité, offrant de bonnes sensations. Et en tout cas, voilà, d'après les retours qu'il y a, c'est une excellente machine. Elle se nomme Helix et personnellement, elle me fait rêver depuis des années. Car dans ce parc, le terrain n'est pas toujours plat et les attractions doivent parfois s'adapter au relief qui se trouve sur ce site. Et Helix, c'est ce qu'il fait. Mais dans le genre, on retrouve également Lisebergbanan, qui est une autre montagne russe, cette fois-ci du constructeur Anton Schwarzkopf et qui a été réalisée par la société Zierer. On a également un roller coaster en bois nommé Balder, un raft, un flume, une tour de chute et une multitude d'autres attractions, parfois des flat rides, etc., qui ont l'air de très bonne facture. On retrouve aussi à proximité directe un hôtel qui a ouvert en 2023, donc c'est très récent, ainsi que 2 campings qui sont eux un peu plus excentrés. Et pour que ce lieu devienne un resort digne de ce nom, avec son hôtel, son parc principal, il faut un second parc et pourquoi pas un parc aquatique, un peu à l'instar de ce qu'on va avoir au Futuroscope avec l'Aquascope, mais aussi ce qu'on a avec Rolantica, avec Aqualibi et j'en passe. C'est pourquoi cette année, en 2024, devait ouvrir Oceana, le parc aquatique de Liseberg. Petite parenthèse, mais c'est beau de voir une ville et ses habitants croire en un projet tel que Oceana, parce qu'il faut se rendre compte que c'est un parc aquatique en plein cœur de la ville, donc ça peut potentiellement apporter des nuisances, dénaturer un petit peu le paysage, etc. Et pourtant, ça a été accepté, et visiblement, il n'y a pas grand monde qui gueule là-dessus, voire personne. En tout cas, j'ai rien vu de tel. Donc c'est vous dire à quel point c'est beau, parce que ça permet de soutenir un tel projet. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres parcs, comme Fantasyland ou encore pire, Walibi Belgium, ça fait de la peine, alors que là, on voit que vraiment, ils sont vraiment soutenus, et ça c'est cool. Et pour le coup, ça a souligné. Bref, un projet qui a été annoncé en 2017, dont la construction a débuté en 2020, mais qui est le fruit de plus de 10 ans de travail. L'investissement est d'environ 100 millions d'euros, une très belle somme, et sa construction est réalisée par la société NCC, une entreprise suédoise. Oceana est là pour fêter les 100 ans du parc qu'ils ont eu l'année dernière en 2023. Le parc aquatique est un petit peu disposé en longueur pour s'adapter à l'espace disponible, avec un premier bâtiment un petit peu plat dans lequel on va retrouver toutes les commodités habituelles, l'entrée, les vestiaires, etc. Des parties extérieures qui lui sont adjacentes et qui serviront notamment l'été, ainsi qu'un bâtiment qui est un petit peu le cœur
cœur du parc avec un espèce de dôme surplombant une zone de 13 600 mètres carrés. Et pour finir, une tour de toboggan de 40 mètres de haut donnant accès à ces derniers qui évoluent principalement à l'extérieur et qui terminent en fait le complexe. Le tout avec une thématique forte qui s'inspire de la ville où il se trouve, Göteborg, mais également de la Compagnie des Indes orientales de Suède. Je vous mets en description un article d'Airtime News, un média spécialisé dans le monde des parcs, qui décrit chaque toboggan qui doit prendre place à Oceana. Le parc a donc pris forme petit à petit et il y a moins d'un mois, vers janvier, le dernier toboggan a été assemblé. Une image importante, tout comme l'étape qui est franchie. Dans le même temps, la mise en eau débute car le parc doit ouvrir pour l'été. Reste donc à tout finaliser, la théma, les installations techniques, tester les toboggans, tout raccorder, etc. Bref, mais le plus gros du travail a été fait et l'ouverture se profile petit à petit. En tout cas, on s'en rapproche davantage. Mais comme vous le savez, peu de temps après, l'impensable s'est produit. Nous sommes le 12 février 2024, tôt le matin à Göteborg, sur le site du chantier. L'Isberg, donc le parc principal, lui est fermé car c'est la période d'hivernage. De nombreux ouvriers se trouvent d'ores et déjà sur le chantier et l'un d'eux, à 9h26, réalise une vidéo montrant le site dans son état habituel. Mais 30 minutes plus tard, les ouvriers remarquent que l'un des toboggans extérieurs est en proie à un départ de feu. Il est alors 10h05 quand la première vidéo de l'incendie est alors capturée. On y remarque un feu un petit peu limité mais tout de même bien présent, bien en place dans ce toboggan qu'il semble dévorer tout en dégageant pas mal de fumée. On voit également que les ouvriers autour contemplent le spectacle entre guillemets dans une incompréhension qui est évidemment palpable. Au même instant, une photo est prise depuis l'intérieur du parc aquatique. On y remarque une épaisse fumée noire qui s'engouffre dans le bâtiment. Sauf qu'à ce moment-là, on est aux premières minutes de l'incendie et pourtant, la quantité de fumée est déjà énorme. C'est sans doute dû à deux choses, d'une part le type de matériaux qui brûle, mais également le fait que le bâtiment est confiné, que le lieu est confiné. Mais ce n'est pas tout, vu que l'incendie a lieu dans un toboggan, la fumée va naturellement aller vers le haut. Et vers le haut, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, c'est l'entrée du toboggan qui, elle, prend place dans le bâtiment. Donc c'est tout bonnement catastrophique parce que c'est l'inverse de ce qu'on veut normalement dans un incendie, c'est évacuer les fumées. Là, au contraire, on a vraiment toutes les fumées, grosse partie des fumées, qui se retrouvent dans le bâtiment. Une minute plus tard, sur la vidéo, à 10h06, on remarque que l'incendie a largement gagné du terrain. La chaleur qui se propage dans le toboggan et qui s'évacue pas vraiment, finalement, le fait même fondre par endroits, donc on se rend compte qu'elle est vraiment considérable cette chaleur. Elle permet d'ailleurs au feu de se développer plus rapidement. C'est à ce moment-là que les pompiers qui ont été alertés qu'un feu était en cours, eh bien, lancent l'alerte et se rendent sur le site. Dans le même temps, on remarque qu'un ouvrier rentre dans le bâtiment. C'est dire à quel point l'incendie se développe rapidement et que les gens qui sont présents autour de cet incendie ne se rendent même pas compte. Après, il faut comprendre qu'ils sont sous le toboggan, donc forcément ils n'ont pas la même vue, mais ils se disent, comme tout à chacun, qu'un incendie ça se développe avec une certaine rapidité, mais c'est pas non plus fulgurant. Et c'est pas pour blâmer quelqu'un ou dire qu'ils n'ont pas réagi assez rapidement, etc., ou qu'ils ne se rendent pas compte du danger. Au contraire, c'est pour mettre en lumière le fait que c'est d'une rapidité folle et que quelques minutes avant, il n'y avait strictement rien. D'ailleurs, quand je découvre ce qui se passe à propos de cet incendie, je suis moi-même hyper étonné de la rapidité de ce dernier, alors que j'ai l'impression de savoir ce qu'est un incendie. Au final, pas tant que ça. La minute suivante voit la quasi-totalité du toboggan s'embraser et une colonne de fumée se dessiner dans le paysage et couvrir quasiment l'entièreté du bâtiment. À ce moment-là, les ouvriers reculent, constatant alors l'ampleur de l'incendie. On en voit même un descendre à la hâte d'un escalier de service. 2 minutes après, le toboggan est tout simplement un brasier et des morceaux commencent même à tomber sur le sol, des morceaux qui sont évidemment incandescents. De loin, le feu semble énorme et le panache de fumée qui s'en dégage est tout simplement visible à des kilomètres. À 10h12, les premiers pompiers arrivent sur place seulement 6 minutes après qu'ils aient été alertés de l'incendie. À 10h16, le pompier attaque seul l'incendie dans un geste qui semble alors dérisoire face à la catastrophe, mais qui est absolument nécessaire. Là, pour le reste des pompiers, il s'agit de mettre en place un périmètre de sécurité, s'assurer que tout le monde va bien, sauver ce qui peut être sauvé et établir un plan d'attaque. Mais 4 minutes après seulement, à 10h20, alors que le feu fait rage depuis visiblement moins de 20 minutes, une gigantesque explosion retentit. Wow! Wow! Och jävlar, hela skiten åkte ner. Oskurvis!
Cette explosion ne va qu'accélérer le développement de l'incendie, qui va faire rage pendant des heures et nécessiter l'intervention de nombreux services de secours. Petite pause dans le récit, l'explosion qu'on vient de voir semble être une triple explosion. Mais il n'en est rien. Tout d'abord, il y a deux hypothèses principales sur la cause de cette explosion. Soit une bonbonne de gaz ou un produit très inflammable similaire qui aurait explosé, soit, et c'est le plus probable, une explosion de fumée. C'est très connu chez les pompiers, il s'agit d'une accumulation de fumée très dense, très chaude et de particules imbrûlées qui vont se confiner dans un endroit et qui, à l'aide d'une entrée d'air soudaine en général, vont tout simplement s'embraser et créer une sorte d'explosion. De plus, je vous le rappelle, mais on a affaire à un parc aquatique, donc à des toboggans, ce qui fait que lors de l'explosion, l'onde de choc, la flamme, la boule de feu, va se déplacer et essayer de sortir le plus rapidement possible du bâtiment. D'où le fait qu'on ait cette impression de triple explosion. La première sortie, c'est le bâtiment lui-même, et les deux autres, ce sont les toboggans. Il faut que la boule de feu traverse les toboggans jusqu'à leur sortie. D'ailleurs, quand on voit les images de manière un peu plus lente, ou même qu'on fait un arrêt sur image, on voit très distinctement cette boule de feu circuler dans l'un des toboggans. D'ailleurs, il y a eu une quatrième explosion en quelque sorte, car le bâtiment principal, lui aussi, a subi le souffle, et une partie de son mur qui se trouve à l'opposé a été ébranlée par cette explosion. Le tout étant bien évidemment relié, vous l'aurez compris. Vers 11 h, les pompiers déclenchent une VMA qui est une sorte d'information à la population, leur disant de rester confinés s'ils sont à proximité du feu ou s'ils se trouvent dans le chemin de la fumée. Le but étant qu'ils ne respirent pas cette fumée, mais aussi qu'ils ne sortent pas, qui pourrait évidemment perturber les services de secours, en tout cas les opérations de secours, ou même les mettre en danger si une autre explosion venait à se produire. Évidemment, l'hôtel ainsi que les bureaux se trouvant à proximité immédiate de l'incendie sont évacués. Le trafic autour du site est très largement perturbé, que ce soit pour les transports en commun que pour les civils en voiture, à pied et à vélo, qui voient les routes fermées et les itinéraires modifiés. À 12h40, l'incendie fait toujours rage et le but, la priorité à ce moment-là, c'est d'empêcher qu'il ne se propage à des bâtiments autour. À ce moment-là, aucun service de secours n'a pu approcher suffisamment du bâtiment pour se rendre par exemple à l'intérieur, car c'est jugé trop dangereux. Peu après 18 h, dans un communiqué de presse, on apprend que des employés se sont rendus à l'hôpital, ou en tout cas ont eu besoin de soins pour des problèmes mineurs heureusement, mais des problèmes tout de même dus à cet incendie. Il précise également que le feu a bien débuté à l'extérieur du bâtiment, comme on a pu le voir au début de ce récit, que le parc aquatique est à première vue ravagé et que pour l'iceberg, qui donne ce communiqué de presse, la priorité c'est pas le matériel ou le parc, c'est tout simplement les humains, les personnes qui se trouvaient sur le site. Car en effet, il est annoncé à ce moment-là qu'une personne est portée disparue. L'hôtel de l'iceberg voit ses réservations pour le 12 et 13 février annulées. La salle d'arcade, qui est accessible normalement, ainsi qu'un restaurant sont eux aussi fermés pour ces deux jours-là. Un long travail commence entre l'iceberg, les pompiers, la police et CNN pour aviser de la suite des événements. En effet, le soir du 12 février, le feu est maîtrisé mais toujours pas éteint. La priorité se porte alors sur la recherche de la personne disparue, les différentes personnes impactées par cet incendie, ainsi que l'extinction de l'incendie en lui-même. Une enquête policière est d'ailleurs ouverte au sujet de la personne disparue et c'est normal dans ce cadre-là. Durant la conférence de presse du 13 février vers midi, Andreas, le PDG de l'iceberg, a dit ces mots. Nous sommes choqués et profondément attristés, affectés et secoués par ce qui s'est passé. Beaucoup se demandent que se passe-t-il maintenant? La réponse est simple, c'est que nous ne savons pas. Pour l'instant, nous ne nous concentrons pas sur les finances ou les dégâts matériels, mais sur les personnes touchées par l'incendie. Nous n'avons actuellement pas d'aperçu des conséquences liées au projet. Dans le même temps, je peux promettre que nous regarderons vers l'avenir avec détermination et espoir, nous allons nous en sortir. Andreas réitère son soutien à la famille de la personne disparue et remercie de nouveau les équipes de secours. Je ne vous ai pas présenté cette personne, mais il faut savoir que c'est un pur passionné de parcs d'attractions qui est en poste à l'iceberg depuis de nombreuses années et qui aime profondément son parc. J'ai d'ailleurs pensé à lui en premier lieu quand j'ai eu connaissance de l'incendie en cours. À ce moment-là, pour ce qui est de l'incendie, il a largement diminué, mais est toujours en cours. Il reste environ 25 pompiers actifs à ce moment-là. Mais à 22 h ce même jour, l'incendie reprend quelque peu et nécessite l'arrivée d'autres unités pour le maîtriser de nouveau. Ce qui est bénéfique car moins d'une heure après,
l'incendie est de nouveau sous contrôle. Dans la nuit du 13 au 14 février, le bâtiment s'effondre par endroits et par moments. Le 15 février, le feu couvre toujours et les pompiers n'ont toujours pas moyen de pénétrer de manière importante dans le bâtiment. Ce même jour, une grue arrive sur place et commence à déblayer des morceaux, des gravats, et notamment ce qui menace ou ce qui s'est déjà effondré. Les pompiers diront plus tard dans la presse que l'aspect de chantier, la configuration particulière et l'ampleur de l'incendie ont largement compliqué les opérations et ont même nécessité l'intervention d'un drone pour comprendre et se rendre compte de l'incendie et de comment attaquer et bien attaquer ce dernier afin de le réduire et de l'éteindre complètement. Et c'est seulement le 16 février, donc le vendredi, que le lieu est sécurisé et que les pompiers peuvent enfin pénétrer dans ce bâtiment, dans le but premier de retrouver la personne disparue. Faut préciser que cette personne est portée disparue depuis quasiment les premiers instants de l'incendie, mais que l'avancée fulgurante du feu et les risques d'effondrement ont rendu impossible toute intervention plus tôt. Lors de la conférence de presse du 16 février à 17h57, il est annoncé que la police a retrouvé le corps de la personne disparue. La personne retrouvée est identifiée et son nom est révélé lors de cette conférence de presse à la demande de la famille. Il s'agit de Patrick Guillaume, une personne travaillant pour le compte de Liseberg en tant que chef de chantier. Ce qu'il a fait d'ailleurs à plein temps de 2016 à 2019, puis par intermittence en tant que consultant jusqu'à présent. Cet événement, qui était alors que matériel, se transforme en drame humain. Les employés et dirigeants du parc partagent leur tristesse de perdre un collègue de longue date. J'ai d'ailleurs moi-même une pensée émue pour lui ainsi que pour sa famille. Le feu est totalement éteint le vendredi 16 février. Le bilan final est de 22 blessés légers et une personne décédée. Liseberg, dans une ultime conférence de presse, va remercier tous les habitants de Göteborg ainsi que tous les citoyens de Suède pour le soutien dont ils ont fait preuve. Il en va de même pour les réseaux sociaux où le soutien a été partagé en masse sous la publication de Liseberg, avec des citoyens suédois, des parcs à thème et également de nombreux passionnés de parcs d'attractions. Ce qui montre que dans notre domaine, à chaque fois qu'il y a un événement terrible qui se produit de ce genre-là, eh bien le soutien est total. D'ailleurs, j'en profite pour moi-même témoigner de mon soutien envers ce parc et envers toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet. C'est un lieu avec une excellente réputation qui ne mérite pas pareil drame. D'ailleurs, je dis souvent dans un parc que ça ne doit pas arriver, que lors d'un incendie, le bilan humain doit être nul. Mais ici, et ça n'en fait pas un événement moins terrible, moins dramatique pour autant, on est sur un chantier, ce qui fait que les normes en matière de sécurité incendie ne sont pas les mêmes qu'en exploitation. Donc pas de raison que ça se produise avec des visiteurs, un chantier est toujours plus à risque en matière d'incendie qu'un site en exploitation. Pour ce qui est de la cause de l'incendie, alors on n'a pas de raison officielle, l'enquête est toujours en cours, mais il est soupçonné un travail à chaud. C'est ce travail à chaud qui aurait déclenché l'incendie et qui serait devenu très rapidement incontrôlable. Mais encore une fois, tout ça est à prendre avec de très grandes pincettes, parce que l'enquête n'a toujours pas donné la véritable raison de l'incendie. Et pour l'incroyable développement du feu, c'est visiblement dû aux matériaux qui ont donc pris feu, mais également aux sécurités incendie qui étaient quasiment inexistantes, en tout cas pas actives encore à ce moment-là. En effet, des gicleurs, donc des petits systèmes qui vont propulser de l'eau lorsqu'il y a un feu, étaient bien présents mais inactifs. Les éventuelles portes coupe-feu qui pouvaient se trouver dans le bâtiment étaient vraisemblablement ouvertes, et les évacuations de fumée qui se trouvent normalement au sommet des bâtiments semblent ne pas avoir fonctionné, simplement elles ne devaient pas être reliées au système qui les fait fonctionner, ce qui expliquerait cette accumulation de fumée dans le bâtiment, dans la tour principale. Tous ces dispositifs et d'autres que je n'ai pas cités sont normalement présents et permettent d'empêcher qu'un tel événement puisse se produire, ou en tout cas se reproduire avec des visiteurs. Et pour la petite parenthèse, ceux qui se demanderaient pourquoi ces dispositifs ne sont pas en fonction à ce moment-là, c'est parce que tout simplement on est sur un chantier et qu'un chantier, de par les travaux qui sont entrepris dedans, mais également tous ces dispositifs qui ne sont pas forcément actifs, sont des lieux très propices à des développements de gros incendies et donc des lieux à risque, encore une fois. J'ai d'ailleurs une grande confiance envers Liseberg, je vous le répète, et cet événement n'y change absolument rien. Ce n'est pas comparable avec d'autres incendies qu'on a pu voir dans d'autres lieux de loisirs, et ça ne signifie pas un défaut de sécurité pour autant. En tout cas, il n'y a pas de manque de sécurité de la part de Liseberg. Du côté de l'entreprise de construction, c'est l'enquête qui va devoir le déterminer. Mais il y a des petits détails qu'il faut que vous sachiez. Une semaine seulement avant l'incendie, il y a eu un audit en matière de sécurité qui a annoncé qu'en matière d'incendie, de sécurité incendie, tout était correct et tout était respecté par les employés se trouvant sur le site. Reste maintenant à comprendre ce qui s'est passé véritablement, à en tirer les bonnes conclusions et empêcher, via de nouvelles lois, de nouvelles normes, que ça puisse se reproduire sur un autre chantier. Le parc aquatique n'ouvrira évidemment pas pour cette saison 2024, mais sa reconstruction a d'ores et déjà été décidée. Sans qu'on ait de date, bien évidemment, il est encore
encore trop tôt et je précise tout de même que le parc, lui, va bien ouvrir en début de saison sans qu'il y ait de modifications vis-à-vis de cet incident, de cet accident. Évidemment, le parc principal va ouvrir de manière normale en 2024. Par ailleurs, on a appris il y a quelques jours dans la presse suédoise que les dégâts étaient finalement un peu moins importants que ce qu'on imaginait. En effet, même si la partie toboggan et parc aquatique en tant que telle a été totalement détruite, certains espaces ont été épargnés par les flammes et ont surtout été marqué par l'abondance de fumée. Ces parties pourraient être réutilisées lors de la reconstruction. Et petite parenthèse, mais l'avantage dans un parc aquatique, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour accueillir de l'eau. Donc lorsque les pompiers ont arrosé abondamment le bâtiment dans le but d'éteindre l'incendie, certaines pièces, certaines choses ont moins subi cette abondance d'eau du fait que ce soit à la base un parc aquatique. Donc c'est une petite parenthèse, je ne sais pas si vraiment ça a joué, mais c'est une possibilité. Pour ce qui est des parties en question, il s'agit des vestiaires, d'un restaurant, des sous-sols, parties techniques, etc. L'opération de nettoyage a débuté et elle est effectuée par la société CNN, qui est la société qui était en charge de la construction si vous avez suivi. Je tiens à souligner la communication exemplaire dont a fait preuve Liseberg tout au long de la semaine pour tenir au courant la population. Avec même une FAQ répondant aux principaux questionnements des gens sur leur site internet, mais également donc des conférences de presse, des communiqués de presse, des vidéos des conférences de presse, une très bonne interaction avec les médias et également une tenue sur les réseaux sociaux de petits messages, de posts permettant en fait à tout le monde d'être au courant de tout ce qui se passe. Sans oublier l'ouverture d'un land sans ses attractions afin de permettre aux gens de venir se recueillir et soutenir le parc, manifester leur soutien envers le parc. Un moment important dans ce genre de situation, donc je salue vraiment cette initiative. De plus, donc pour les enfants, sur leur site internet, il y avait une FAQ qui leur était réservée et lors de l'ouverture du land, eh bien la mascotte était présente afin de les réconforter au maximum et je trouve que pareil, c'est une petite attention très importante. Depuis, Andreas, qui est donc le PDG de Liseberg, a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, vidéo que je souhaite vous montrer maintenant. Hej. Förra veckan drabbades vi på Liseberg av en olycka. Och vi är så ledsna över allt det som har hänt och att vi inte kan öppna det som hade blivit en av världens finaste vattenparker nu till sommar. Vi kommer jobba hårt för att vi kan bygga upp Oceana igen, så vi snart kan byde jer velkomne. Men vet ni, vi har en hel nöjespark som är fyldt med allt det där magiska som bara väntar på att få ta jer med rakt in i glädjen. Med musik, kaninkrammer och kittlande åk. Vi längtar efter er och vi ses när solen börjar varma igen. Je trouvais que c'était le message parfait qui permettait de conclure cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!